OK. On va y aller. Bonsoir. Il est 7 heures. Nous allons commencer d'abord par un temps de réflexion. Pardon. Merci. Bonsoir, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour. S'il vous paraît conforme, est-ce que quelqu'un voudrait en faire la proposition? Je souligne d'entrée de jeu que le point 793 est retiré de l'ordre du jour. Alors, tel que présenté, est-ce qu'il fait l'objet d'une proposition? Madame Hudon, appuyée par M. Boucher. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente. Le cas échéant, il n'y en a pas. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2013. Vous avez sûrement pris connaissance de ce projet de procès-verbal. S'il vous paraît conforme, est-ce que quelqu'un voudrait en proposer l'adoption? Madame Josse, appuyée par Madame Hudon. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. Nous en sommes, à la période de questions. J'invite d'abord Mme Marie-Lou Allary. Bonsoir. En fait, je voulais poser une question ce soir. Je voulais faire un retour sur une intervention de Mme Hudon qui a été faite en réponse à des citoyens qui posaient des questions concernant le développement du boisé sabourin. Et j'ai été très surprise de sa réponse. Alors, j'aimerais avoir des petites clarifications. J'ai même réécouté Mme Hudon, là, parce que maintenant, on a la chance d'avoir les séances enregistrées. Donc, quand un citoyen demande à Mme Hudon pourquoi la Ville se dirige vers un développement là, du boisé sabourin, elle a répondu que c'est une zone visée par le PEMAD, pour un développement de type TOD. On s'entend qu'un développement TOD, c'est Transit Oriented Development. Elle a aussi dit que les pressions sont là. Donc, elles viennent d'en haut. Elles viennent de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Elle dit même que la CMM a identifié le secteur comme étant un secteur TOD, que la CMM nous dit qu'il faut densifier à cet endroit-là. Puis, elle termine en disant qu'elle siège à de nombreuses communautés et on voit très bien cette aire TOD-là. Alors, moi, je pense m'être bien familiarisée avec le PEMAD. Je suis allée aux 2 jours de l'Agora métropolitain sur le PEMAD. Et contrairement à Mme Hudon, moi, je ne vois pas du tout cette aire-là identifiée comme étant une aire TOD par la CMM, par le PMAD. C'est vrai que le PMAD en a identifié. Elle en a identifié 7. Je les ai ici. Elles sont écrites noir sur blanc. À Saint-Basile-le-Grand, à Saint-Hubert, à Candiac, à Repentigny, à Vimont, à Deux-Montagnes, puis au métro Namur sur l'île de Montréal. Nulle part, on peut voir que le PMAD ou que la CMM a identifié le boisé sabourin comme étant une aire TOD à développer. Alors, j'aimerais savoir pourquoi c'est l'information que vous diffusez ici, alors qu'elle est introuvable partout ailleurs. D'accord, merci. Madame Hudon. Alors, comme je le disais, Madame Allary, je siège sur plusieurs comités, dont la Commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire à Longueuil. Je ne dis pas que le boisé sabourin doit être une aire TOD. Je dis que dans la région du stationnement incitatif qui est situé au coin de Seigneurial, et si je ne me trompe pas, le comité de concertation Sud 116 vise des terrains qui sont dans ce voisinage-là. Si vous conviendrez avec moi que c'est les terrains qu'on va regarder, ce sont des terrains qui sont situés au coin de Seigneurial et de la route 116. Alors, le stationnement incitatif est considéré comme une aire qu'on doit densifier parce que c'est une aire, c'est pas une aire TOD avec la même densification
obligatoire que les grandes gares, qui sont les gares de Saint-Basile, de Saint-Hubert ou de Saint-Bruno, mais c'est quand même, comme c'est un stationnement incitatif et que c'est le long de la 116, c'est donc une zone de densification. Alors, dans ce sens-là, je ne vois pas en quoi je vous ai mal informé. Ça figure sur les sites qu'on regarde dans le schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire des milieux naturels de valeur pour densifier. Ce n'est pas ça que le PMAD dit et ce n'est jamais ça que j'ai dit. J'ai dit que dans cette région-là, il y aura de la densification forcément parce que c'est un endroit qui est près d'un stationnement incitatif. C'est tout ce que j'ai dit et si vous voulez me faire dire d'autres choses, ben c'est libre à vous, mais c'est le cas. Je m'excuse, là, j'ai repris vos propos, OK, qui sont enregistrés. Je ne vous fais pas dire quoi que ce soit. Et en passant, un développement TOD ne se fait pas nécessairement autour d'un stationnement incitatif parce qu'un développement TOD, c'est justement fait pour éviter que les gens prennent leur voiture. Alors, je vais terminer. On ne veut certainement pas que les gens partent du développement du Boisé-Sabourin, prennent leur voiture, traversent la 116, prennent Seigneurial, fassent tout le grand détour pour venir occuper un stationnement qui, soit dit en passant, à peu près 45 places. Et c'est un stationnement incitatif, oui, c'est vrai, mais un projet TOD doit être près d'une gare, d'un train, donc d'un métro ou d'un système léger sur rail, etc. Des arrêts d'autobus, là, il y en a partout sur la Rive-Sud. Ça ne veut pas dire qu'à chaque arrêt d'autobus, il va falloir densifier autour. Et au coin sud, au coin de la 116 et de Seigneurial, c'est un arrêt d'autobus. Ce n'est pas une gare, ce n'est pas une station de métro. Alors, je pense que le directeur de la CMM a été très clair aussi. Vous étiez présente, vous l'avez entendu comme moi, qu'aucun projet TOD, même si c'était une gare, même si c'était un métro, aucun projet TOD ne peut justifier la destruction d'un milieu naturel de qualité. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire qu'on est à des millions de kilomètres de ça en ce moment? Madame Allary, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'on ne détruit pas un milieu naturel. D'accord, mais c'est pas ce que vous aviez dit la dernière fois. Quand on parle d'aire de densification, je regrette, mais les stationnements incitatifs le long d'une ligne de transport collectif sont considérés comme des aires de densification. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, vous pouvez le regretter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans le PMAD. Mais dans le schéma d'aménagement et le PMAD, on parle de densification. On donne des exemples d'AirTOD et c'est un mot qui est employé de façon commune, mais les stationnements incitatifs le long des aires de transport collectif, comme le stationnement de la rue Seigneurial, sont considérés comme des aires de densification, ce qui ne justifie pas la destruction de milieux naturels de qualité. Et c'est ce qu'on va s'employer à regarder quand on va faire le comité de concertation. Quels sont les milieux naturels de qualité qui doivent être conservés et mis en valeur dans ce secteur-là, qui va faire l'objet d'une densification pour les projets futurs. Parfait, mais j'aimerais juste ça qu'on s'entende de dire que le PMAD n'a pas identifié ce secteur-là comme étant un secteur TOD parce qu'il y en a identifié officiellement 7 et Saint-Basile n'est pas là, d'accord? Je pense que là-dessus, on peut s'entendre. C'est écrit noir sur blanc, là. Il n'y a personne qui invente rien. Vous dites que les pressions viennent d'en haut. Mais c'est vrai qu'il y a des pressions qui viennent d'en haut, c'est vrai qu'il y a des pressions qui viennent de la CMM, mais ces pressions-là, le PMAD, ce n'est pas qu'un plan de développement. Et vous qui êtes responsable de l'environnement, ça m'étonne à chaque fois de vous voir utiliser le PMAD pour développer. Alors que le PMAD, là, c'est un plan d'aménagement aussi. Donc là-dedans, il y a toute la sphère de protection. Donc ces pressions-là qui viennent d'en haut, oui, il y en a certaines qui veulent structurer le développement, mais il y en a d'autres qui veulent protéger ce qui est déjà là. Et vous le savez très bien, il y a 5 projets qui ont été sur la table, qui ont été mis sur la table, des projets donc prioritaires. Il y a 150 millions qui seront investis dans ces projets-là. Et cet argent-là vient du gouvernement, elle vient aussi de la CMM et elle viendra des villes. Et dans ces 5-là, ben, c'est le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. Alors, les pressions, elles viennent aussi pour qu'on protège ça. C'est écrit. C'est bien clair, maintien de l'intégrité des ensembles naturels pour contrer la perte et la fragmentation des secteurs boisés, acquisition de l'eau stratégique afin d'en assurer la conservation
et de promouvoir la connectivité des réserves de biodiversité. Alors moi, j'aimerais bien voir la responsable de l'environnement aussi de prendre le PMAD pour défendre le Mont-Saint-Bruno dans son intégralité. Merci. Merci. Alors, Mme Allary, je vais vous rappeler que en environnement, le développement durable, c'est une notion qui est reconnue et que dans le mot développement durable, il y a le mot développement et que l'aménagement du territoire se fait à la fois en protégeant des milieux naturels de qualité, ce qu'on s'emploie à faire et que je m'emploie à faire à toutes les tables où je siège, où on parle de connectivité sous l'impulsion de Saint-Bruno en particulier. Maintenant, ça veut dire aussi qu'il y aura du développement dans certains endroits qui ne sont pas les milieux naturels de qualité, qui, eux, seront protégés. Alors, tout ça, dans une lecture complète du PMAD, est présent dans ce PMAD-là. Et l'agglomération qui travaille en collaboration avec les comités techniques de la CMM, bien, je peux vous dire que vous le vouliez ou non, le secteur au coin de Seigneurial est indiqué comme une aire de développement, de densification. Merci. Monsieur Martin Guevremont. Bonsoir. Bonsoir. Depuis quelques semaines, le regroupement de citoyens au sud de la 116, c'est des citoyens de Saint-Bruno et de Carignan, pose des questions au sujet du projet Riviera à M. Boucher via courriel, mais on est toujours sans réponse. Alors, je viens les poser ce soir. Donc, je vous demande, première question à vous, c'est malgré la lettre que nous avons reçue la semaine dernière, qui disait que vous refusiez l'accès aux services municipaux, toujours dans ce projet Riviera-là. Comment expliquer donc le fait qu'il y a déjà des travaux d'arpentage qui se fait, puis il y a un article de journal qui mentionnait que le promoteur du projet voulait aller de l'avant et tout était conforme. Alors ma question, c'est est-ce que le projet peut se réaliser sans le consentement ou l'accord de Saint-Bruno? Nous ne pensons pas. Il ne peut pas se réaliser. Mm-hmm. OK. Et c'est basé sur quoi exactement, votre fondement? C'est basé sur l'ensemble des services dont devra disposer la Ville de Carignan pour réaliser le projet. Et c'est basé sur déjà les services qui sont assurés à la partie qui a été développée, la première partie, et qui ont été assurés en passant par le territoire de Saint-Bruno et aussi par l'institution que nous nous sommes donnée conjointement, Saint-Basile-Luneau, au niveau de l'usine d'épuration des eaux usées. Vous faites référence, je pense, à l'entente intermunicipale là, entre la ville de Laglo, dans le temps, je crois, puis Carignan. Quand vous parlez des deux rues. Non, il n'y a pas d'entente entre Laglo et Carignan. Il y a une entente qui a été convenue à l'époque entre la ville de Longueuil, de l'époque et Carignan. Cette entente-là, vous dites qu'elle est restrictive sur le fait que les deux rues que vous avez qu'il y a des services accès... il y a des services qui ont été consentis et qui sont maintenant assurés par la ville de Saint-Bruno et aussi la ville de Longueuil qui fournit l'eau potable, oui, alors que nous nous contentons d'épurer cette eau une fois qu'elle a été utilisée. Oui, mais je vais reposer ma question différemment parce que dans l'entente intermunicipale, ça parle d'accès de route. Donc, la Savoyane et de la Fougère étant les deux seules rues pour lesquelles Antoine Forestier et Jean de Fondeblanche peuvent accéder. Oui. Donc, ma question, c'est l'entente intermunicipale est-elle restrictive à ces deux rues-là ou ça peut se développer à plus de rues à Carignan? Bien, pour que ça puisse se développer sur notre territoire, c'est-à-dire avoir accès à notre territoire, il faudra qu'il y ait une entente avec Saint-Bruno. Donc, la ville de Saint-Bruno pourrait refaire une entente avec la ville de Carignan si elle le voulait. Bien, effectivement, et avec d'autres villes autour. Pensez-vous que la ville de Saint-Bruno pourrait se faire imposer cette possibilité d'entente de part légalement Je ne crois pas. Par des instances gouvernementales autres que le municipal? Ah, nous verrons. Les instances supérieures disent toujours que la ville est une créature du gouvernement. On verra jusqu'où ça va.
cette interprétation de la créature. OK. Une créature. Donc, selon vous, la ville est souveraine sur le développement de son territoire concernant les branchements de services municipaux? J'espère. Mais techniquement, la ville de Carignan, si elle le voulait, pourrait se brancher ailleurs, mais quand même avoir l'accès routier via Saint-Bruno. Elle n'a pas besoin de votre consentement mais pour l'accès routier. Si vous connaissez le territoire de la ville de Carignan, son voisin immédiat est Saint-Bruno, dans cette partie de la ville de Carignan. Il n'y en a pas... vous le savez sûrement, la ville de Carignan a déjà fait un projet de règlement pour étudier l'étude de faisabilité, à savoir combien ça coûterait pour passer tout le raccordement jusqu'à Chambly. Donc, c'est déjà en travail, là, vous le savez, ça. Moi, s'ils veulent étudier ça, c'est leur affaire. Pardon? Oui, c'est Carignan, oui. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui. La question, c'était si Carignan est capable de se plugger à Chambly pour les eaux, est-ce que ça donc défait le pouvoir de Saint-Bruno pour l'accès routier? C'était ça la question. Mais c'est correct, M. Benjamin a compris. Juste une dernière question concernant les actions concrètes que la Ville peut faire. Est-ce que vous envisagez faire quoi que ce soit en ce qui concerne le projet ou j'ai déjà indiqué quelle était notre position. Et comme vous me posez la question, pas plus tard qu'aujourd'hui même, je faisais adresser par nos procureurs une lettre au greffier de la ville de Carignan et qui lui dit, à titre de procureur de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et compte tenu de la publication du 7 juin 2013 dans le journal de Saint-Bruno, d'un article intitulé « Le projet résidentiel démarre bientôt », signé par M. Christian Lepage, nous croyons utile de vous rappeler ce qui suit. Le promoteur, M. André Simoneau, a cité qu'il va de l'avant avec le projet situé aux limites de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et à l'intérieur de votre territoire. Or, vous ne pouvez ignorer que ce projet ne peut être entrepris qu'ensuite d'une entente à intervenir avec la ville de Saint-Bruno-de-Montarville portant sur la mise en place d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts et le lien avec les rues existantes ou à construire sur le territoire de notre cliente pour permettre l'accès et la sortie de cette portion du vôtre que vous savez enclavée. Une entente doit également être atteinte avec la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand. Nous nous permettons de vous rappeler que le jugement qui a radié la servitude qui bénéficiait à la ville de Saint-Bruno-de-Montarville n'a pas la portée que le promoteur ou le journaliste semble lui donner. Nous comptons que ces précisions seront bien comprises par votre administration et que vous assurerez qu'il en est également pour le promoteur. Veuillez agréer, M. le greffier. Expression de nos meilleurs sentiments. Est-ce que ça serait possible d'avoir puisque vous l'avez lu, il y a des gens qui aimeraient la faire parvenir à des citoyens de Carignan et Saint-Bruno, cette lettre-là? Elle est pertinente. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une copie de ça? Sûrement. Demain, je pourrais vous en faire tenir copie. OK. Merci. Séparément, dernière question, puis c'est vraiment d'ordre général, là, pour connaître les, comme on dit, do's and don'ts. Est-ce qu'encore en 2013, un élu peut rencontrer un promoteur en privé sans nécessairement garder ça à un registre ou nécessairement avoir un procès verbal? Si un élu peut rencontrer... Un élu peut rencontrer un promoteur en privé. Vous entendez quoi par privé? Une rencontre qui ne se tient pas ici, donc un à un, à quelque part. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est enviable? Est-ce que c'est encouragé de faire ça en tant qu'élu? Nous n'encourageons aucune démarche en ce sens. J'essaie de comprendre ce que on vous a... J'essaie de comprendre ce que vous voulez me poser comme question. Oui, c'est ça. Bien, quelquefois, on vous a interpellé quelquefois à avoir rencontré M. Massicotte à quelques reprises. Il y a eu, je crois, en 2010... Vous m'avez quoi, vous dites? Vous m'avez interpellé? Je n'ai pas eu besoin, je vous l'ai dit 2 fois, okay. plus qu'une fois. Okay. Je n'ai pas eu besoin de vos interpellations. On vous a posé des questions sur le fait que vous aviez rencontré M. Massicotte à quelques reprises. Oui. Et je crois que la Ville ou les élus ont adopté, puis mes excuses si le terme n'est pas bon, un code d'éthique ou un code de conduite en 2010. Chaque ville devait adopter un code d'éthique, effectivement. Est-ce que donc, à partir de ce moment-là,
c'est encore possible pour un élu de soit prendre l'initiative pour céduler une rencontre ou se faire solliciter pour une rencontre, de rencontrer un à un promoteur qui a des intérêts à l'intérieur. Puis c'est normal, c'est sa job. Là. Je vous dirais que ça dépendra de l'objet de la rencontre et de quoi il peut être sa question. Est-ce que vous suggérez au moins la tenue d'un procès-verbal, des minutes, tenues dans un lieu détenu par la ville, neutre, etc.? Dépendant de ce qui sera survenu au cours de la rencontre, il sera préférable d'avoir des notes. Merci. Merci. Monsieur Éric Gendron. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'avais des questions sensiblement semblables, donc je ne vais pas les répéter parce que Merci. ça se ressemblait. La seule précision que j'aimerais avoir, c'est concernant le fait qu'en cours, lorsque vous avez perdu la servitude aux mains du promoteur, est-ce qu'il y avait un appel possible ou ça ne valait pas le coup? Oh, nous avons examiné et, à notre avis, il n'y avait pas d'appel possible. Parfait. Puis moi, j'ai été malheureusement pas au dernier conseil de ville de Carignan, mais c'est en celui-là du mois de mai. La mairesse disait que les travaux théoriquement... C'est citoyen de Carignan? Pardon? Oui. C'est citoyen de Carignan. Oui, Sud 116. Puis elle disait que le DG, M. Cousson, disait que les travaux devraient débuter mi-juillet. Est-ce qu'il y aura des délais ou pas, on ne sait pas, mais c'est ce qu'il donnait comme information. Et puis, mi-juillet, comme c'est comme assez bientôt, là, on n'était pas au courant de la lettre que vous avez envoyée au greffier, mais je voulais savoir si c'était quoi ou s'il y avait d'autres plans, d'autres actions pour peut-être bloquer, retarder le projet que vous alliez mettre en place. S'il y avait d'autres mesures? Oui, s'il y avait d'autres mesures, parce que compte tenu des événements ou des informations dont je possède, théoriquement, d'ici moins d'un mois, les travaux devraient débuter pour l'ouverture des rues. Donc, on examinera la situation telle qu'elle sera à ce moment-là et on verra ce qu'on fait. Vous avez gardé quoi, des jokers dans votre poche? Ben, c'est-à-dire que je ne joue pas une partie de cartes, d'une part. Deuxièmement, si j'en jouais une, bien sûr que je ne montrerais pas toutes mes cartes. Et je pense que la partie adverse ferait la même chose. Exactement. Sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Josée Perron. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, ça sera pas long. Moi, j'ai des questions sur... ça remonte un petit peu loin. C'est un document qui date du 15 juin 2009, sur lequel c'est marqué « Le conseil municipal s'engage ». Il y a plusieurs choses. Une des choses qui m'intéresse, c'est marqué « à ne pas favoriser sur les terrains situés à l'est de la rue Gardenvale et où se trouvent des milieux humides, l'ouverture de nouvelles rues qui conduirait à la disparition partielle ou totale de ces milieux humides, et ce, conformément au premier engagement de la présente résolution ». J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2009 et 2013 pour que maintenant on puisse ouvrir des rues dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons ouvert des rues dans cet endroit-là. Que vous avez comme planification, il y a un développement qui est prévu dans le Boisé-Sabourin? Nous n'avons ouvert aucune rue, là. Je recommence. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait que vous ne vouliez pas encourager l'ouverture de rues et que maintenant il y a un comité de concertation pour le développement de ça? Il y a un comité de concertation pour examiner toutes les facettes et exactement la teneur du terrain qu'il faudra protéger, entre autres. Et à ce moment-là, nous avions besoin, effectivement, d'avis de la part des membres de ce comité. OK, mais pourquoi revenir sur ça si vous aviez indiqué que vous n'aviez pas l'intention? Pourquoi est-ce qu'on revient sur ça? Parce que nous voulons savoir exactement quelles est les dimensions de la zone à protéger et à ne pas mettre en danger à cause de développement. OK, donc ce qui ne sera pas protégé va être développé? Donc il y aura ouverture de nouvelles rues? Nous verrons s'il doit y avoir développement. Il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. L'autre sujet ici, c'est... excusez-moi, je suis mal foutue, là. On va mettre ça ici, là. Ah. L'autre, c'est à présenter aux citoyens concernés, et ce, avant l'approbation par le Conseil, tout projet de développement à l'ouest de la rue Gardenvale pour qu'il soit conforme aux orientations du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et pour obtenir leur avis sur de tels projets. Alors, dans le journal, c'était marqué qu'on était rendu maintenant à 1500 portes pour un projet justement dans les terres agricoles
à l'ouest de Gardenville. Dans les coins? Oui. Sur les terres agricoles, à l'ouest de Gardenville. Donc, il y a un projet qui est paru dans le journal la semaine dernière qui mentionnait qu'il y avait un projet de 1500 portes. Est-ce qu'il y a eu une consultation? Parce qu'on parlait de 300 portes, là, on est rendu à 1500 portes. On apprend ça dans le journal. Donc, encore une fois, est-ce que nous serons consultés? Ah, bien sûr, c'est le propos d'un promoteur, d'un développeur sur ses terres et qui est propriétaire de ces terres. Mm-hmm. Il a exprimé son opinion. Nous verrons bien ce qui sera déposé auprès de la Ville. Et s'il y a dépôt auprès de la Ville, il y a effectivement consultation. D'accord. Puis, moi, j'habite sur la rue Gardenville et je prends à l'occasion le transport en commun pour me rendre au centre-ville de Montréal. Je prends le train qui est à 7 km de chez moi et il y a des bouchons incroyables. Il faut partir une demi-heure avant le départ du train. Alors, vous imaginez que 1200 ou à 1500 portes, il faut que je mette mes lunettes. 1500 portes, le trafic que ça va engendrer sur la Montreuil-Sabourin, qui est déjà une piste de course redoutable. Est-ce qu'on s'entend qu'il devrait y avoir de nouveaux aménagements à cet endroit-là? Il devrait y avoir quoi? De nouveaux aménagements de route. Ça va être extrêmement... Si jamais il y avait ça, effectivement, il faudra réaménager le système routier là. D'accord. Et la route 116, ça va devenir une route de campagne à côté de la route qui va être aménagée pour accéder les 1500 portes? Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Ce n'est pas une question, d'abord, c'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est vrai, c'est une affirmation. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Bonsoir. Ça, c'est madame Despatie. Je crois que c'est madame Despatie, c'est ça? Raël Despatie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, par rapport au même sujet qui m'intéresse énormément, par rapport à l'ouest de la rue Gardenville, vous nous dites qu'un projet sera déposé. Non, je n'ai pas dit qu'un projet sera déposé. J'ai dit s'il y a un projet. Une consultation sera faite. Oui. Une consultation sera... S'il y a projet. S'il y a projet. OK. Lorsque je lis l'article, on pensait, je cite, là, début de la citation de Christian Lepage, journaliste, donc. Début de la citation. On pense à 850 unités à l'origine. On parle maintenant d'un projet de 1500 unités de logement en raison des nouvelles règles du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Alors, vous me dites que le groupe Hull se soucie du PEMAD à un point tel qu'il veuille développer en eu égard et densifier le projet. Madame, permettez, je ne dis rien. C'est le promoteur qui a parlé, pas moi. Je ne dis rien. Parce que, c'est correct. Donc, on en reviendra à M. Lepage. On ira demander à M. Lepage l'interprétation. Parce que plus loin... Il n'y a pas d'interprétation. Je n'ai rien dit dans cet article, madame. Rien. D'accord. Je parle maintenant de Jean Larose, cité dans le paragraphe suivant. Jean Larose, qui est le directeur du développement urbain. Oui. Et qui, lui, parle du PEMAD. Alors, début de la citation. Avec la conjoncture du PEMAD, on doit faire des efforts considérables pour augmenter la densité dans nos projets domiciliaires. Fin de la citation. Est-ce que ça signifie que vous avez vu des choses, qu'il y a déjà un dessin, que le groupe Hull a déposé un projet concret? Il y a 2 développeurs qui, je viens de mémoire, à peu près 2 ans, avaient déposé un premier projet de développement qui, lui, n'a pas connu de suite de la part de la Ville. Et si effectivement il y avait de nouveaux développements, de nouveaux projets soumis là, ils devront se conformer aux exigences du PEMAD et la densité qui était celle des documents qui avaient été déposés il y a 2 ans ne tiendra pas la route. D'accord. Et pour le PEMAD, on cite toujours ici au Conseil de Ville le même point. Par contre, est-ce qu'on tiendra en compte les autres aspects du plan métropolitain, comme par exemple le bien-être des résidents déjà établi, la manière de préserver les milieux humides, parce qu'il y en a un qui est cartographié et identifié notamment dans le plan de 2012, le plan de préservation de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville. Est-ce que aussi... bon, ça c'est ma première question, donc... Je réponds que oui. Oui, d'accord, merci. Et ensuite, est-ce que, parce que M. Larose parle d'un changement de zonage dans l'article, un changement de zonage sera nécessaire, de quelle manière
est-ce que vous veillerez au respect démocratique et légal concernant le changement de ce zonage-là, quand on pense aux avis qui doivent être publiés, au registre qui doit être présenté? Bien sûr, mais je ne sais pas de quoi exactement, à quoi pensait à ce moment-là M. Larose en termes de changement de zonage. Bon, c'est rassurant, merci. Pardon. Une deuxième question. Est-ce que vous avez calculé, est-ce que vous avez vérifié de façon qualitative, quantitative, ce que ça pouvait rapporter à la municipalité que de développer, d'ouvrir autant de portes, de penser à autant de portes, d'ajouter autant de portes, parce que ce mot revient si souvent dans l'actualité. En d'autres mots, devant l'empressement de votre administration à donner, à écouter les projets qui ont lieu dans le développement immobilier, qu'est-ce que ça va rapporter concrètement à la ville, le développement immobilier? Il n'y a eu aucun calcul de fait. D'accord. Donc, vous n'avez pas calculé, vous n'avez pas comparé, en fait, la différence entre la préservation, tout ce que la préservation pouvait nous apporter sur le plan des collectivités, la pérennité, versus ce que le développement immobilier pouvait nous coûter. Ça, ce ne sont pas des calculs qui ont été faits. Il n'y a eu aucun calcul de fait. Merci. Et dernière chose, parce que nous continuons toujours à nous impliquer à l'intérieur du regroupement Sauvons le Boisé-Sabourin. Lorsque nous faisons signer la pétition, je peux vous dire que les gens continuent à être très, très surpris d'apprendre que le Boisé-Sabourin sera développé, notamment dans le quartier des Champignons, si je peux me permettre. Là. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il y avait des promesses qui avaient été faites à ces résidents-là, comme quoi le développement se terminait avec l'ouverture de leur rue? Ah là, j'y étais pas. Vous parlez des gens de la rue Garden Bay? Non, je parle des gens qui habitent les Morilles, les Bollets, donc le quartier des Champignons, là. De l'autre côté... Ah, bien, ces gens-là viennent d'arriver, oui. Oui. Et ils sont nombreux à nous dire oui, qu'ils avaient reçu comme promesse de la municipalité que le développement se terminait, Sud 116, avec l'ouverture de leur rue. Moi, je pense qu'il y a erreur là. Ce qui a été dit aux gens de cette zone-là, c'est que le développement dans cette zone-là, qui est bien circonscrite, s'arrêtait là et il n'y en aurait pas d'autre. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Monsieur Jacques Bédard. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des rumeurs qui courent en ville à l'effet que dans la foulée de l'histoire Jean Coutu, que notre client Costco, qui est à côté des promenades, aurait décidé et aurait informé la ville, mais je ne sais pas à quel département ou à quel niveau, qu'ils avaient l'intention de fermer leur entrepôt pour déménager leur pénate, eux aussi, à Varennes. Est-ce qu'il y a à Varennes un projet ou un programme pour attirer les industries tant que ça? Ces rumeurs ne m'ont pas atteint, moi, quant à moi, et c'est la première fois que j'en entends parler. En tout cas, je vous dis d'ouvrir vos oreilles. Semble-t-il que ça cancane de plus en plus fort. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Ça termine la période de questions et nous poursuivons avec l'ordre du jour. Voulez-vous me passer ce document? Juste 2 minutes. Sont déposés les documents suivants. La liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 10 juin 2013. Le certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du règlement 2013-11 décrétant des travaux de prolongement de la voirie et du réseau d'éclairage jusqu'à l'extrémité de la rue René Descartes et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Et le certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du règlement 2013-12 décrétant des travaux de réhabilitation du ruisseau du Moulin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Point 7 de l'ordre du jour. Point 7.3. Excusez-moi.
7.3.1. Approbation d'une entente de transfert. Il est proposé d'approuver l'entente de transfert entre le comité de régime de retraite du régime de retraite des cols blancs de la ville de Longueuil et le comité de retraite du régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ça conformément à l'article 19.1 du règlement R5.1A sur le régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Qui propose cette entente? M. Harpin, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nomination d'un membre élu au sein du comité de gestion de la caisse de retraite. Il est proposé de nommer M. Denis Harpin, conseiller municipal, à titre de membre élu au sein du comité de gestion de la caisse de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce conformément au paragraphe 1er de l'article 17.2 du règlement R5.1A sur le régime de retraite des employés de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Qui propose? Mme Juas, appuyée par Mme Hudon. Adopté? Adopté. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information au 22 mai 2013 pour un montant de 1 972 139,46 $, incluant les charges salariales de 510 099,32 $ pour les périodes 18 à 21. La liste des chèques émis pour une somme de 1 054 752,28 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 407 287,86 $. M. Harpin propose, adopté par Mme Juos. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture de modules de jeu au parc Marie-Victorin. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de modules de jeu au parc Marie-Victorin au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la firme Imagineo, selon les montants unitaires soumis pour un montant approximatif de 73 929,11 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP 61 13 28. M. Lamarre propose, appuyé par M. Boucher. Adopté? Adopté. Aide financière à la Légion royale canadienne et autorisation pour la présentation de la Fête du Canada 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 200 $ à la Légion royale canadienne, filiale 147, et de fournir les services de soutien pour l'organisation des activités de la Fête du Canada le 1er juillet 2013, d'autoriser la fermeture des rues suivantes pour la tenue de la parade et des activités protocolaires de 11h30 à 13h30, rue Montarville entre le chemin de la Rabastalière et le boulevard Seigneurial, rue Saint-Jacques, angle de la rue Montarville, rue de l'Hôtel de Ville, angle du chemin de la Rabastalière. D'autoriser la fermeture des rues suivantes pour la présentation du spectacle et des feux d'artifice le 1er juillet de 19h30 à 22h30. Rue Montarville entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers, rue Lakeview entre les rues Montarville et de Bienville, et de reporter au lendemain les autorisations relatives aux feux d'artifice et à la fermeture des rues en cas de température non clémente. Okay. M. Lamarre propose, appuyé par M. Baudouin. C'est adopté? Adopté. Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors des spectacles d'été 2013 à la place du Village. Il est proposé d'autoriser la fermeture de la rue Montarville depuis le stationnement des restaurants jusqu'à l'intersection du chemin de la Rabastalière de 19h à 22h, les soirs de spectacle devant se tenir à la place du Village les 13 et 20 juillet et les 3, 17 et 24 août 2013. Monsieur Boucher, appuyé par M. Lamarre. Adopté? Adopté. Autorisation de signature d'un contrat de programmation estivale 2013 des camps de jour de théâtre avec l'entreprise Nos Voix, Nos Visages. Il est proposé d'autoriser M. Gaëtan Boulet, directeur du loisir, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service de programmation estivale 2013 des camps de jour de théâtre avec l'entreprise Nos Voix, Nos Visages pour un montant approximatif de 46 000 $, excluant toutes les taxes applicables. M. Boucher, appuyé par M. Lamarre. Adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2011-78, pour l'installation de... Pardon? Je m'excuse. Désolé. Il est proposé d'adopter, dans le cadre du concours maire et conseiller d'un jour, la Charte des droits des enfants montarvillois,
laquelle a pour objet de promouvoir et protéger les droits des enfants montarvillois ainsi que de favoriser leur bien-être. M. Boucher propose, appuyé par M. Lamarre. Est-ce que c'est... Elle est... il me semble qu'elle est derrière ceux qui voulaient la consulter, derrière la colonne, elle est là. Est-ce que c'est adopté? Adopté? Merci. La charte, oui. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2011-078 pour l'installation d'enseignes au 1203 rue Marie-Victorin. Il est proposé d'approuver en partie la demande de PIA 2011-078 déposée par M. Sylvain Rodier pour et au nom d'IMAC Automatisation pour l'installation d'enseignes au 1203 rue Marie-Victorin, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1305-15.9 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 15 mai 2013. J'en propose l'adoption. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-032 pour l'installation d'une nouvelle enseigne d'identification au 1312 rue Roberval. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-032 déposée par M. Marwan Metlej pour et au nom du restaurant Taouk pour l'installation d'une nouvelle enseigne d'identification au 1312 rue Roberval, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1305-15.5 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 15 mai 2013. J'en propose l'adoption. Dérogation mineure. La propriété visée est le 1320 rue René Descartes. Le projet consiste à permettre qu'un bâtiment principal soit sans toiture sur une superficie d'implantation maximale au sol total de 16 %. Il y a eu une recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 15 mai 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leurs recommandations sont les suivants. Le demandeur, soit Bombardier, projette l'agrandissement de son bâtiment industriel d'une superficie de 462,3 mètres carrés afin d'y créer un espace dédié aux essais de validation climatique sur les équipements en prototype. L'espace dédié aux essais doit donc demeurer ouvert afin que les équipements soient exposés aux variations climatiques. La portion agrandie et sans toiture représentera un maximum de 16 % de la superficie totale du bâtiment. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Je dois demander à ce moment-ci s'il y a des personnes dans la salle qui veulent se faire entendre avant que le Conseil ne statue sur cette dérogation. Il est donc proposé de permettre qu'un bâtiment principal soit sans toiture sur une superficie d'implantation maximale au sol total de 16 %, et ce, en dérogation à la définition d'un bâtiment devant être muni d'un toit supporté par des colonnes, des poteaux et des murs, quel que soit l'usage, conformément aux dispositions de l'article 10 au règlement de zonage URBZ 2009, et ce, au bénéfice de l'immeuble situé au 1320 rue René Descartes. Je propose. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-038 pour l'agrandissement d'un bâtiment principal d'une superficie de 462,3 mètres carrés au 1320 rue René Descartes. Alors, on vient parler ici de Bombardier, donc, qui a fait l'objet de la dérogation mineure. Il est donc proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Patrice Gamache, architecte pour et au nom de Bombardier Transportation Canada Inc., pour l'agrandissement du bâtiment principal d'une superficie de 462,3 mètres carrés au 1320 rue René Descartes, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1305-15.7 du CCU, adoptée lors de sa réunion tenue le 15 mai 2013. J'en propose l'adoption. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-041 pour un nouvel aménagement paysager au 531 rue du Moulin. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-041 déposée par M. Louis Dubuc pour et au nom de la fiducie familiale Jurac Benco pour un nouvel aménagement paysager au 531 rue du Moulin,
et ce, aux conditions énumérées à la résolution 130515.6 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 15 mai 2013. J'en propose l'adoption. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-042 pour l'agrandissement du bâtiment principal industriel d'une superficie de 3 273 m² et du réaménagement des aires de stationnement au 1775-1795 rue Marie-Victorin. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Jean-Pierre Saint-Denis, architecte de Favreau et Blais, architecte, pour et au nom de Robert Transport Incorporé, pour l'agrandissement du bâtiment principal industriel d'une superficie de 3 273 m² et du réaménagement des aires de stationnement au 1775 et 1795 rue Marie-Victorin, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 130515.10 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 15 mai 2013. Je propose l'adoption. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-043 pour la modification du plan d'aménagement paysager PIA 2012-016 pour le 1081 rue Parent. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-043 déposée par M. Éric Cadorette pour et au nom de Les Aliments Excel SEC, Excel d'Or, pour la modification du plan d'aménagement paysager PIA 2012-016 pour le 1081 rue Parent, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 130515.8 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 15 mai 2013. J'en propose l'adoption. Dérogation mineure. La propriété visée est le 204 rue Lansdowne. Le projet consiste à diminuer la marge de recul avant minimale de 10 mètres à 9,39 mètres. Il y a eu une recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 15 mai 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leur recommandation sont les suivants. Il était indiqué au permis de construction numéro 910715-983 que l'agrandissement en façade du bâtiment principal devait respecter une marge de recul avant minimale de 10 mètres. Suite à la préparation du certificat de localisation par Denis Dubois, arpenteur géomètre, dossier D 14216 minutes 19038, daté du 7 mars 2013, la marge de recul avant réel est de 9,39 mètres. La demande de dérogation vise à régulariser une situation existante depuis la construction de l'agrandissement du bâtiment principal, soit en 1991. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Je dois à nouveau demander s'il y a des gens dans la salle qui désirent se faire entendre avant qu'on ne statue sur cette demande. Il est donc proposé de diminuer la marge de recul avant minimale de 10 mètres à 9,39 mètres, et ce, en dérogation à la note 1 du tableau de spécification de la zone HA 410 du règlement de zonage URBZ 2009 et conformément au certificat de localisation de Denis Dubois, arpenteur géomètre, dossier 10 D 14216, daté du 7 mars 2013, et ce, au bénéfice de l'immeuble situé au 204 rue Lansdowne. Et j'en propose l'adoption. Visant à accroître la sécurité des divers usagers sur la route 116, notamment à l'intersection du boulevard Seigneurial. Il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse maximale permise de 90 km/h à 70 km/h sur la route 116 entre l'autoroute 30 et les limites municipales limitrophes à Saint-Basile-le-Grand, ainsi que de construire un îlot protecteur pour piétons sur le terre-plein à l'intersection du boulevard Seigneurial, côté Est, et de demander également au MTQ de participer à l'étude et à l'installation de feux de piétons aux approches nord et sud du boulevard Seigneurial à l'intersection de la route 116. Qui propose? Monsieur Lamarre, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat d'acquisition de mobilier urbain et de pièces de remplacement. Il est proposé d'adjuger le contrat d'acquisition de mobilier urbain et de pièces de remplacement au plus bas soumissionnaire conforme
à savoir Equiparc manufacturier d'équipements de parc incorporé, selon les prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 45 882 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SI 1322. Qui propose? M. Audard, appuyé par M. Lamarre. Adopté? Adopté. Nomination de nouveaux membres au sein du comité d'embellissement. Il est proposé de nommer Mme Hélène Scalabrini et M. Charles Kettler à titre de membres du comité d'embellissement de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour un mandat de 24 mois, lequel mandat peut être renouvelable pour une même période, et de remercier la présidente sortante, Mme Paul Benjamin, pour son exceptionnelle contribution et inlassable dévouement au sein du comité depuis 1994 en tant que membre et depuis 1999 à titre de présidente. Mme Juas propose, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat pour le programme d'entretien routier et le prolongement de la rue René Descartes. Il est proposé d'adjuger conditionnellement l'approbation d'un règlement d'emprunt 2013-11 par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le contrat pour le programme d'entretien routier et le prolongement de la rue René Descartes au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie Construction DGL Incorporée, selon les montants unitaires soumis pour un montant total approximatif de 1 486 008 $ et 50 sous, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il appelle de l'appel d'offres GEN 2013-05. Qui propose? M. Audard propose. Appuyé par Mme Juas. Est-ce que c'est adopté? Madame? En fait, c'est simplement pour connaître à la Ville les mesures d'évaluation puis de contrôle, si on veut, des dépenses au niveau des contrats accordés pour la construction. Je faisais une analyse des dépenses 2011-2012, puis ce qui ressortait assez clairement, c'est que le fournisseur, constructeur DGL, à la Ville de Saint-Bruno recevait, en fait, était le principal fournisseur de la Ville, toutes dépenses confondues. On parle en moyenne d'environ 2,6 à 2,9 millions de dollars par année qui est accordé à la firme. J'ai comparé aux autres firmes. Il y a quelques firmes qui se démarquent aussi, où il y a eu des variations plus prononcées. Si je pense, par exemple, à Bricon, qui obtenait peut-être 1,9, puis qui s'est, en 2011, qui a été passablement réduit à un montant qui était non significatif. Alors, il y a des variations comme ça, mais je pense que c'est assez révélateur. Puis, compte tenu du contexte de la commission Charbonneau, je voulais savoir, à la Ville de Saint-Bruno, comment on suivait ces dépenses-là pour s'assurer que finalement, il n'y a pas de gonflement de coûts, parce qu'on sait que c'est une pratique courante dans diverses municipalités, puis on n'est pas à l'abri. Alors, à cet égard-là, je voulais connaître, dans le fond, les mesures mises en place au sein de la gestion des finances. Je vais laisser la directrice générale répondre, mais sur les deux exemples que vous avez donnés, notamment le deuxième, Bricon, pour votre information, il y a eu une transformation majeure de cette entreprise et il n'est pas étonnant de voir qu'ils aient eu moins de contrats, moins de projets qui n'équivalent pas au montant qu'ils avaient obtenu l'année précédente. Et de toute façon, ils ne soumissionnent pas auprès de la Ville, alors on ne peut pas quand même lui en donner. Alors, madame. Alors, au niveau de l'octroi des contrats, on suit très vigoureusement les lois, les règlements et nos politiques là-dessus. Alors, chaque item, on s'assure que c'est répondu. On fait toutes les vérifications et tout est traité point par point pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème. C'est évident que DGL, c'est des appels d'offres publics. Alors, nous, on n'a aucun contrôle sur les entreprises qui nous fournissent les prix. On n'a pas fait d'analyse comparative parce que c'est assez difficile, les travaux étant différents d'un projet à l'autre. On n'en a quand même pas beaucoup, 5 à 6 par année au maximum. Alors, c'est pas toujours les mêmes projets, comme là, on prend Clairvue, c'est des projets. Beaumont, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est assez difficile à comparer dans ce moment-là. Oui, mais je pensais, par exemple, à des initiatives qui ont été proposées, notamment par l'UMQ, qui disait que ça serait bien d'avoir un bureau d'analyse des prix pour être capable de, justement, quand on reçoit une soumission, de voir est-ce que ce sont des prix qui sont réalistes. Je voulais savoir si la Ville de Saint-Bruno participait activement dans ces projets-là pour, justement, s'assurer qu'on n'ait pas des prix exorbitants là, pour chacun des projets qu'on... J'ai pas été approchée par de tels bureaux encore. En fait, c'est plutôt l'Union des municipalités qui prend l'initiative de faire des demandes dans ce sens-là. Là. Par exemple, de demander au gouvernement de mettre en place là, c'est des pas encore comparatifs.
c'est pas encore en place. Non, effectivement, mais je me demande si la Ville, justement, participe aux démarches ou fait des demandes dans ce sens-là pour s'assurer qu'on puisse avoir des outils qui nous aident à évaluer. Parce que là, comme vous dites, c'est très dur à évaluer. Puis on est un peu... En ce moment, on voit la commission Charbonneau passer, puis on voit le bateau passer, mais on ne peut pas nécessairement prendre acte. Puis on approuve des contrats, puis malheureusement, on ne peut pas se baser sur des données empiriques pour se dire, oui, c'est un contrat, puis c'est un coût qui est juste. On ne peut pas l'évaluer. Il ne faut pas oublier que la loi nous oblige à faire un estimé des coûts avant d'avoir une soumission. Donc, on voit quand même, selon notre estimé, si le contrat ou l'octroi du contrat est similaire. Si ça ne l'est pas, on va quand même analyser le pourquoi. Mais ça, c'était au cœur du problème, en fait, parce que c'est très clair que les estimés de coûts se fondaient sur l'historique des coûts, dans le fond. Donc, ça a été gonflé, ça aussi, ce qui fait en sorte que les municipalités, généralement, quand ils portent un estimé sur un projet, il est déjà gonflé des coûts excessifs, là, des extras, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on essayait de s'assurer qu'il y ait des outils pour ramener ça. D'ailleurs, depuis la commission Charbonneau, plusieurs municipalités ont remarqué que l'estimé des coûts avait diminué, et même les soumissions. Alors, on rentre dans nos budgets même amplement parce que ça tend à réduire. Mais de combien, tu sais, nous, on peut pas faire une vigie de ça parce qu'on n'a pas d'outils. Alors, en fait, je trouvais ça intéressant de voir si on ne pouvait pas proposer des choses à Saint-Bruno, justement, pour participer à ces démarches. On va le regarder, mais je vous ferai remarquer qu'on a fait seulement 4 octrois de contrats depuis le début de l'année. Mais ces contrats-là, en plus de gonflage dont vous parlez, dans bon nombre de milieux, sinon la presque totalité, c'était des firmes de consultants qui établissaient ces prévisions de coûts, alors que chez nous, c'est nous. Et c'est fort différent. Il n'y a pas de collusion entre les firmes d'ingénieurs, comme ça a été démontré à la commission, entre firmes d'ingénieurs qui sont consultants auprès d'une ville et qui, par après, sont chargés de faire l'estimation du coût qui est proposé par une autre entreprise. Je comprends bien votre point, mais c'est pas seulement les firmes de conseil, il y a aussi les municipalités, des fois, qui étaient impliquées, là, puis qui subissaient finalement les évaluations, l'historique, en fait, le coût qui était chargé simplement par les soumissions. Il n'y a pas toujours une évaluation qui est faite à l'externe. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas un parement qui est nécessairement figé, là, qui nous protège suffisamment. Je pense qu'il faut prendre acte. Mais excusez-moi, mais on a quand même 3 ingénieurs dans notre direction du génie, dont chacun sa spécialité pour l'ensemble des travaux. Et c'est très vigoureux et je vous garantis que c'est toujours analysé de manière impeccable et surtout très, très méticuleusement. Donc, on fait probablement beaucoup. Mais est-ce qu'on fait assez? Juste pour terminer là-dessus, est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on peut faire plus? En fait, c'est un peu si on la peut question faire plus, que je lance. On va le faire, il n'y a aucun problème. OK, génial. Merci. Merci. Est-ce que c'est adopté? Adopté? Merci. Adjudication d'un contrat d'honoraires professionnel pour les services d'arpenteur géomètre pour l'année 2013-14. Il est proposé d'adjuger le contrat d'honoraires professionnel pour les services d'arpenteur géomètre pour l'année 2013-14 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la firme Denis Dubois, arpenteur géomètre, selon les prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 57 825 $, excluant toutes les taxes applicables avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les 2 années subséquentes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres 0S Gen 2013-03. Qui propose? Madame Josse, appuyée par M. Baudouin. Adopté. Adoption de la mise à jour du plan d'intervention. Non, ce sujet a été retiré. Approbation en faveur de Mme Danielle Bottella, Éric Pinchot et Patrick Lelièvre à signer toute demande de permission officielle faite à Hydro-Québec concernant les travaux d'infrastructure. Il est proposé d'autoriser Danielle Bottella, Éric Pinchot et Patrick Lelièvre à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville toute demande de permission d'Hydro-Québec nécessaire à la réalisation de travaux d'infrastructure ainsi que tout autre document y afférent. M. Audard, appuyé par M. Lamarre. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption du règlement URB Z 2009, modifiant le règlement de zonage. Modifiant le règlement de zonage URB 2009 afin de permettre un enclos extérieur destiné au remisage de bonbonnes de gaz affectées à la machinerie pour les zones industrielles IA, IB et IC.
Il est proposé d'adopter le règlement URBZ 2009-022, modifiant le règlement de zonage URBZ 2009, afin de permettre un enclos extérieur destiné au remisage de bonbonnes de gaz affectées à la machinerie pour les zones industrielles, j'allais d'être ennuyant, IA, IB, IC, telles que présentées avec dispense de lecture. Il y a eu, le premier projet est passé le 15 avril. Il y a eu une consultation publique le 7 mai dernier. J'en propose l'adoption. Nous en sommes à la troisième étape. Nous sommes à l'adoption. C'est ça. Vous proposez, oui. Appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption du second projet de règlement URBZ 2009-023, modifiant le règlement de zonage URBZ 2009 afin de permettre le polycarbonate comme matériau de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage URBZ 2009 afin de permettre le polycarbonate comme matériau de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires, tel que présenté avec dispense de lecture. Dans ce cas-ci, le premier projet a été adopté le 13 mai et il y a eu consultation publique le 30 mai dernier. Donc, c'est le second projet et j'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Pardon. Qui donne avis de motion de présentation lors d'une séance du Conseil d'un projet de règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier certains critères applicables à l'architecture des bâtiments principaux dans les zones HC 601 et HC 602. Madame Josse donne avis de motion. Qui donne avis de motion qu'il présentera lors d'une séance du Conseil d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage URBZ 2009 afin de permettre les logements sous le niveau de rez-de-chaussée dans la zone HC 602 et de modifier dans les zones HC 601 et 602 les dispositions applicables aux dimensions et au pourcentage minimal de matériaux de maçonnerie classe 1 des bâtiments principaux. Je donne avis de motion. Madame Josse donne avis de motion. Nous en sommes au sujet d'agglomération. Je n'ai rien à signaler relativement à la dernière réunion du conseil d'agglomération. Et quant à l'ordre du jour qui est prévu pour la prochaine séance qui se tiendra le 13 juin, soit cette semaine, les orientations proposées pour les différents sujets sont toutes favorables, comme vous avez pu vous en rendre compte, avec la réserve de celle qui s'applique au premier sujet, 1.6 relatif au déversement d'eau usée industrielle. Comme vous le savez, nous ne sommes pas soumis à cette législation ayant notre propre usine. Qui propose? Monsieur Harpin propose. Appuyé par Madame Hudon. Est-ce que... Madame? Moi, par curiosité, je veux simplement savoir pourquoi le point 1.18, la mise aux normes des usines régionales et locales de production d'eau potable, était retiré de l'ordre du jour. Il manquait des données à l'étude, alors ils ont préféré le retirer que de l'amender plus tard. Donc, mais qu'ils le représentent, on va avoir des informations supplémentaires. Prochaine séance, parfait. Merci. Ils ne nous ont pas garanti la prochaine séance. D'accord. Adopté? Adopté. Nous en sommes aux affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période d'intervention des membres du Conseil. Y a-t-il à ce moment-ci l'un ou l'autre des membres du Conseil qui veuille intervenir? Madame. Oui, en fait, depuis la dernière séance du Conseil, il y a eu plusieurs manchettes et nouvelles dans l'actualité locale. Et une qui m'a particulièrement surprise, en fait, j'ai pu lire l'article dans le Journal de Saint-Bruno, rédigé par Christian Lepage, qui faisait mention, dans le fond, de votre volonté, M. Benjamin, de rayer de la carte, si on veut, l'opposition au Conseil de ville. Je me suis sentie légèrement interpellée. Et surtout... en fait, j'ai lu un extrait qui m'a profondément marqué. J'ai lu, je vais vous le citer ici, « Je veux un balayage. Ces gens-là ne savent pas gouverner. C'est une chose d'être contre nos politiques et c'est une autre chose de tenter de salir quelqu'un. » Alors, moi, j'étais surprise parce que, bon, là, vous êtes à mes côtés. On travaille ensemble depuis près de bientôt 4 ans.
Vous avez vu le travail que j'ai effectué en tant que conseillère de l'opposition. Vous avez vu que j'ai lu l'ensemble des documents. J'ai d'ailleurs déposé à tous les conseils un ensemble de questions. J'ai, par exemple, pour ce conseil-ci, ça ne paraît pas 4 pages de notes de questions. Et heureusement, avec la collaboration de Mme Hamelin, j'obtiens différentes réponses qui me permettent justement de juger de l'importance de chacun des points à l'ordre du jour. Alors, je voulais savoir et vous donner, en fait, peut-être l'opportunité de vous expliquer par rapport à ça, parce que je voulais comprendre comment ça se fait que vous trouviez que l'opposition avait une incapacité à gouverner. Oh, ça, c'est un commentaire qui m'appartient, c'est-à-dire que j'estime effectivement que nous sommes davantage en mesure de gouverner que vous l'êtes. Et c'est le seul commentaire que je ferai sur la période électorale. Ce qui est plus important, c'est le titre de la manchette qui a été faite. Et j'apprécie que vous posiez la question parce que ça me permet de rectifier les choses. Notamment, certains journalistes qui auraient eu intérêt à vérifier ce que j'ai vraiment déclaré. Et il y en a qu'un à qui j'ai répondu d'ailleurs et qui a publié ma réponse. Et il y en a un qui s'est farci un texte à la dithyrambique sur moi-même, compte tenu de cette manchette. Il aurait été bien avisé, ce journaliste qui aime à pourfendre à la télévision et un peu partout, et qui sévit un peu partout sur le territoire du sud de Montréal. Il aurait été avisé de vérifier ce que j'ai déclaré. Ce que j'ai déclaré, et j'ai déclaré rien de moins et rien de plus que tout ce que tout parti déclare lorsqu'il entre en période électorale, c'est-à-dire qu'il veut balayer le parti adverse. Entre balayer et anéantir, il y a une maudite différence, passez-moi l'expression. Et tout le monde veut balayer le parti adverse, à moins que vous vouliez nous en consentir 4-5 pour la prochaine élection. On va les prendre. C'est pas à nous de choisir, c'est aux électeurs, de toute façon. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que on entend balayer, on n'entend pas anéantir. Il n'est pas question de vouloir anéantir un parti ni une formation politique. Ça serait complètement stupide. Et ça relève de d'autres types de gouvernements que de vouloir faire une telle chose. Ce que j'ai dit, balayer, tout le monde veut balayer. J'ai d'ailleurs entendu des gens de votre formation politique, à ce conseil-ci, dire qu'ils allaient nous rayer de la carte. C'est à peu près anéantir ça. C'est pas loin d'une déclaration comme celle-là. Alors, vous faites des allusions, Madame, monsieur non, laissez-moi répondre, je suis en train de vous répondre. Vous m'avez posé la question, je ne vous ai pas interrompu. Alors, je n'ai jamais déclaré que je voulais anéantir, mais balayer, eux, comme tout autre parti veut balayer la partie adverse à la prochaine élection. Mais c'est là que vous faites erreur, en fait. Nous, en fait, je vais profiter de l'occasion pour mentionner que c'est pas notre optique. Je pense que sur un conseil de ville, tous les conseillers sont légitimes. Et puis, le défi d'un maire, je crois, c'est d'être capable de travailler en équipe en impliquant, dans le fond, tous les représentants de chacun des districts. Alors ça, c'est une orientation que l'ensemble de mon parti partage, c'est-à-dire que peu importe les personnes élues, les représentants des districts, en fait, le but, ce sera de travailler ensemble et au complet et tenir des plénières pour que l'ensemble des parties prenantes puissent avoir un apport intéressant au sein des discussions puis au sein des décisions. On comprend que ce n'est pas de votre position. Vous préférez avoir une équipe unie avec une ligne de parti qui décide à huis clos. Mais nous, on pense que ça peut être différent et qu'on peut avoir une équipe de différentes allégeances, mais qui travaille comme un conseil de ville uni. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je veux revenir sur votre affirmation. Vous le dites encore aujourd'hui que vous croyez que vous êtes davantage habilité à gouverner que nous le sommes ou que je le suis. Je voudrais savoir pourquoi, sur quoi vous vous appuyez pour dire des choses comme ça. Vous direz ça en période électorale. Ici, on est ici pour gérer la ville ce soir. D'accord? Absolument. C'est ce que en fait, je termine en rectifiant, effectivement, de dire que j'ai géré la ville depuis 4 ans du mieux que j'ai pu. Et en fait, je n'ai jamais manqué une séance du conseil. Je pense que vous auriez, par respect, je pense que vous pourriez le reconnaître. Voilà. Je vous respecte, madame. Vous êtes membre de ce conseil plein et entier. Et je n'ai jamais mis en doute votre honnêteté ni votre participation aux travaux de ce conseil. Mais, comme je vous le dis, on verra en période électorale comment on va débattre de cette question que vous avez posée. Merci. Autrement?
M. Audin? Oui, puisque vous soulevez le point, madame, moi aussi, je me sens légitime et j'espère que vous étiez autant offusqué que moi que votre chef quand il nous a dit qu'on était des amuseurs publics. Je crois que ça devrait être aussi parler à votre chef et dire que nous, vous êtes légitime, vous avez été élus comme moi, comme tout le monde autour de la table. Vous êtes offusqué parce que le maire, quelqu'un a mis des mots dans la bouche du maire. Ça, c'était cité par votre chef de parti. Fait que pour dire que je suis un amuseur public, ça fait 8 ans que je viens ici, je fais mon travail à cœur. Je pense que vous aussi, je ne vous enlève rien. Par contre, s'il vous plaît, défendre le conseil et non seulement Mme Archambault, s'il vous plaît. Merci. Y a-t-il d'autres membres qui veulent intervenir à cette étape-ci? Madame Hudon. Oui, bien moi, je voudrais en profiter pour féliciter et remercier du fond du cœur le comité organisateur du Relais pour la vie, qui encore vendredi dernier a fait un job remarquable, malgré la mauvaise température qui a sévi pour une 2e année. Alors, on a fait le relais à la plus battante avec 59 survivants, plusieurs bénévoles, des partenaires. Alors, bravo au comité organisateur du Relais pour la vie. On a ramassé jusqu'à maintenant 102 000 $ à Saint-Bruno, ce qui porte la récolte depuis le début de l'événement à 1,44 million de dollars qui ont été offerts à la Société canadienne du cancer pour aider à la recherche pour combattre la maladie. Alors, bravo et merci à cette magnifique équipe. Et puis, je peux vous dire que il faisait pas chaud, puis il pleuvait pas mal. D'accord. Vous me permettrez de souligner deux événements. Le premier qui a eu lieu vendredi soir et qui consistait à appelons ça ainsi pour se comprendre, la collation des grades à l'école polyvalente et qui a eu lieu à l'extérieur de l'école, dans une tente aménagée à cet effet. Il y avait là 1000 personnes, dont 300 quelques finissants. Il est heureux que je pense que les maisons d'enseignement veuillent souligner par un rite de passage la fin des études d'un cycle d'enseignement. Et cette soirée qui était organisée de façon de maître a permis, et il est heureux que le ministre de la Justice ait pu se rendre disponible pour y participer, que la députée du comté ait pu être présente aussi, de même que 2 autres représentants des élus provinciaux. J'y étais aussi, et ça a été un bonheur de voir cette jeunesse qui était une belle jeunesse et qui terminait ses études secondaires. Les parents, je pense, ont été heureux, et bien sûr, ce ne sont pas des parents que de Saint-Bruno, mais de l'ensemble du territoire. Mais encore là, ce fut une véritable fête qui a duré quelques 3 heures et qui était fort bien organisée. La deuxième chose, je voudrais insister sur l'activité dont on parlait, un journal pour le moins, et qui consistait à accueillir les personnes handicapées et notamment un organisme qui dessert pour la vallée du Richelieu et avec lequel nous avons toujours collaboré, même si nous faisons partie de l'agglomération de Longueuil et que les territoires ne se superposent pas tellement parfaitement toujours. Et aussi la présence des Amis Soleil. Ce fut encore là une activité qui moi, m'a ému et qui a fait que les enfants desservis par les Amis Soleil et les enfants et les adultes desservis par l'autre organisme ont, je pense, trouvé beaucoup de bonheur à venir à Saint-Bruno. Et notamment les gens qui sont de la MRC de la vallée du Richelieu, qui tenaient, et ce sont eux qui ont insisté, pour venir tenir cette activité à Saint-Bruno. Et nous n'avons pas manqué l'occasion d'accepter de les recevoir. Et ce fut, je dois dire, une journée fort bien remplie. Et ma collègue, d'ailleurs, Mme Archambault, M. Boucher et M. Lamar ont participé à cette activité qui, je pense, fut une activité de haute tenue et fort bien organisée pour les personnes visées. Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? Sinon, est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de cette Assemblée? M. Baudouin propose, appuyé par M. Boucher. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une bonne fin de soirée. Et bonne Saint-Jean-Baptiste, ou bonne fête nationale, ou